Nous allons procéder dans cette vidéo à l'installation d'un serveur Nagios. Dans une précédente vidéo, nous avions installé Alma Linux et c'est sur ce système d'exploitation Alma Linux que nous allons déployer notre serveur Nagios. Pour ceux qui n'ont pas suivi le processus d'installation, qui est assez simple, je vous invite à vous référer à cette vidéo qui est toujours disponible ici. Installation complète d'Alma Linux pour héberger un serveur de supervision Nagios. Donc, toutes les étapes d'installation ont été décrites. Et là, actuellement, ce que nous allons faire, c'est poursuivre avec l'installation sur ce même système d'exploitation de notre serveur Nagios. Donc voilà le système Alma Linux en place. Et ici, je vais dans un premier temps voir quelle est l'adresse IP, IPA. Donc ça, c'est l'adresse IP fournie par DHCP. C'est une IP qu'on a obtenue, 192.168.125.162. Je vais me connecter via l'utilitaire PuTTY pour pouvoir réaliser les différentes configurations, pour pouvoir saisir les différentes commandes qui me permettront de configurer le serveur Nagios. Donc, je vais donc, via cette utilité PuTTY, renseigner ici l'adresse IP que j'ai identifiée là-bas, 192.168.125.162. Là, je valide et j'obtiens cette fenêtre ici. Il ne restera plus qu'à me loguer, route et le mot de passe 4.0 que j'avais défini pour les raisons de simplicité. Je vais changer un tout petit peu la taille de la police pour que ce soit davantage visible et plus convivial. Donc là, je mets comme ceci en gras. Voilà, là, j'ai cette fenêtre-ci. C'est beaucoup mieux. Première chose que nous allons faire pour amorcer donc le processus de configuration de notre serveur Nagios, nous allons dans un premier temps ici configurer SE Linux en mode permissive. Nous avons trois modes de SE Linux, le mode enforcing, permissive et disable. Dans le mode enforcing, nous permet simplement d'appliquer ici de façon stricte les politiques de sécurité. C'est le mode par défaut. Donc, toute action non autorisée sera systématiquement bloquée. C'est un mode qui est typiquement utilisé en production. Et le mode permissif est utilisé pour des tests de vérification concernant les politiques de sécurité sans devoir bloquer les actions. Donc, on va ici euh, ce mode va simplement ici désactiver les règles de sécurité, mais toutefois, toutes les violations de ces règles de sécurité seront enregistrées dans les logs qui seront utiles pour des raisons de débugage. Et le mode disable qui est le dernier ici, c'est l'unique mode, bon, c'est le mode qui désactive SE Linux et aucune journalisation n'est effectuée avec ce mode-là. C'est en quelque sorte le mode non sécurisé. Donc, nous, on va plutôt nous intéresser ici au mode permissif. Donc là, voilà la commande que nous allons devoir renseigner ici sur notre système d'exploitation. Donc, on a la commande, c'est SE. Donc, nous allons le détailler de façon plus intelligible. SED déjà, c'est que vous voyez ici, ça commence par SED. SED, c'est un outil qui va permettre ici de modifier le contenu d'un fichier automatiquement. Donc, on n'a plus besoin des éditeurs de texte comme Nano ou encore Vim ou VI pour pouvoir procéder à la modification de ce fichier-là. Donc, le fichier ici, dans notre cas, c'est le fichier config qui est contenu dans etc. Donc, ici, on indique au système que avec l'option "-i" qui va ici simplement procéder de façon directe à la modification de ce fichier config. Donc, on aura aussi ici le S qui va permettre de remplacer. Remplacer quoi? La commande ici nous indique que voilà, SE Linux égale, donc toute la ligne qui va comporter l'élément SE Linux égale avec toutes les informations qui vont suivre, tout ce qui va suivre après le signe égal. Donc, on va remplacer cela par permissif, comme vous voyez ici. Donc, on aura SE Linux égale permissif.
Et le G ici veut simplement dire que tout ce qu'on va trouver sur cette ligne-là, qui sera identifiable par SE Linux égale, suivi de du texte ou de certains caractères, on le remplace simplement par permissif. Mais nous allons avoir qu'une seule ligne, en effet, qui va contenir SE Linux égale. Et on va inscrire la valeur permissive. Et cette modification-là va donc devoir être effectuée dans le fichier config. Donc, je vais venir, donc, je copie la commande ici et je vais le saisir, je vais coller dans cet utilitaire. Je fais simplement un clic droit. Non, je vais effacer pour me positionner. Voilà, je fais un clic droit ici. Donc, voilà la même commande et je n'ai plus qu'à valider simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va également poursuivre par l'installation des paquets nécessaires à l'installation de Nagios. Donc, je vais revenir sur le slide ici. Le premier paquet ici sera DNF install et on va ici installer le paquet tar. Donc, DNF-y install tar. Ça, c'est pour l'installation des paquets requis pour les utilitaires de compression et de décompression. Donc, tar ici va permettre d'extraire les fichiers d'archives. Ces fichiers d'archives sous le format .tar ou .tar.gz. Donc, on aura besoin de ça lorsqu'on va télécharger Nagios et ses plugins. Lorsqu'on télécharge Nagios et ses plugins, généralement, ces fichiers-là sont sous forme d'archives compressées. Donc, il va falloir décompresser cela. Et il nous faut donc cette utilité tar. Je reviens donc ici. Donc, je vais renseigner la commande DNF comme ceci et je valide pour réaliser l'installation. On a ensuite un autre paquet qu'il va falloir télécharger, c'est tar-y install unzip. Donc là également, c'est toujours un paquet requis pour la compression et la décompression. C'est un outil de compression et de décompression au même titre que tar. Donc, non, je vais revenir plutôt ici. Voilà, je saisis la commande. Voilà. Ok, là également, j'ai le message complete. Donc, la commande s'est effectuée convenablement. La suite des différents téléchargements, nous allons ici, ensuite, nous allons installer un autre paquet ici qui est perl-test-hardness. Donc, ce paquet-là va simplement servir à, disons, à travers cette commande, on va installer ici le module Perl. Le module Perl ici qui permet à Alma Linux de pouvoir exécuter des tests automatiquement avant l'installation ou alors la compilation de Nagios. Ça, c'est pour éviter d'éventuelles erreurs avant la mise en service de Nagios. Donc, on va exécuter cette commande-là. Voilà, là, c'est terminé. L'installation est complète. Je reviens sur le slide. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? On va ici installer. On aura la commande dnf-y install automake. Donc, automake va simplement ici nous permettre de préparer le plan de construction de notre programme Nagios à partir du code source. Donc, automake va ici créer automatiquement ce plan qu'il va inclure dans un fichier qu'on va appeler ici, qui sera appelé makefile. Donc, je vais exécuter déjà cette commande-là.
Voilà. Ensuite, on a dnf-y install gcc. Donc, le gcc, c'est le compilateur. C'est un compilateur qui va ici nous permettre déjà de compiler le code source de Nagios. Donc, ici, le but étant de transformer simplement ce code source-là en exécutable sous le format binaire qui sera exécuté par notre processeur. Puisque lorsqu'on va télécharger Nagios Core depuis le site officiel, on va obtenir on va obtenir ici un code source, donc il ne sera pas prêt à être exécuté. De ce fait, il va falloir donc ce compilateur GCC pour pouvoir traduire, pour pouvoir transformer en exécutable en programme binaire qui sera lu par notre processeur. Donc, je vais exécuter également cette commande-là. dnf-y install gcc. Voilà. On peut voir que le téléchargement est en cours. Ensuite, une fois terminé, on va poursuivre avec l'installation de PHP. Donc, PHP qui est un langage de programmation utilisé ici par les pages web dynamiques. Donc, c'est lui qui va permettre à Nagios d'afficher son interface web. Donc, je vais exécuter cette commande-là. Après cela, on va exécuter la commande dnf-y install gddevel. Donc, gddevel va vous permettre ici d'installer la bibliothèque GD. Donc, GD pour Graphics Grow. Donc, Grow pour dessiner. Donc, c'est utilisé par Nagios ici pour dessiner les graphiques de surveillance. Donc, les surveillances de la charge CPU, mémoire, trafic réseau, etc. Donc, ça va nous permettre d'afficher correctement les icônes, les graphes et cartes topologiques dans l'interface web. Donc, lorsqu'on va finaliser l'installation, on aura une partie sur notre interface web où on pourra visualiser ces différents graphes de surveillance. Donc, c'est grâce donc à ce paquet qu'on aura la capacité de mettre en œuvre cela. Donc, je vais exécuter aussi cette commande-là. Voilà. Ensuite, nous avons l'installation de NetSNMP. Donc, SNMP, en fait, cette commande-ci va simplement permettre d'installer le paquet NetSNMP, comme vous pouvez voir ici, qui contient le service et les outils de base du protocole SNMP. SNMP pour Simple Network Management Protocol. Donc, c'est un protocole de supervision réseau qui va permettre à notre serveur Nagios d'obtenir des informations sur les équipements du réseau, les routeurs, les switches, les serveurs, les imprimantes, etc. Ça va permettre aussi de détecter les pannes ou les anomalies, collecter aussi les informations sur le CPU, les mémoires vives en fait, l'état des interfaces. Donc, c'est un outil qui, disons, ce protocole-ci sera important pour, dans le fonctionnement de notre serveur Nagios. Donc, je vais procéder à l'installation de ce paquet-là. Je reviens ici. Je fais simplement clic droit. dnf-y install net snmp. Voilà. OK. Ensuite, on aura l'installation de OpenSSL Devel. Donc,
Cette commande ici va nous permettre d'installer le paquet OpenSSL Devel. Donc, c'est en quelque sorte les outils de développement liés à OpenSSL. Donc, OpenSSL qui est un outil qui permet de chiffrer les communications réseau, gérer les certificats numériques, utiliser des protocoles comme SSL et TLS, donc ça, comme ceux qu'on utilise en se connectant en HTTPS. Donc, lorsqu'on va utiliser, par exemple, lorsqu'on va installer ce paquet, ça sera utile pour Nagios pour sécuriser la connexion entre le serveur et les clients. Donc, quand je parle de clients ici, ce sont les agents de supervision. Donc, les différentes machines qu'on va, par exemple, superviser. Donc, les échanges qui seront réalisés entre ces clients, ces agents de supervision et le serveur Nagios doivent être chiffrés pour des raisons de sécurité. C'est pour cette raison qu'on va donc devoir installer ce paquet OpenSSL. Donc, je vais également exécuter cette commande-là. Ensuite, nous allons procéder à l'installation de PostFix. Donc, PostFix ici, c'est un programme qui permet à notre serveur Nagios d'envoyer des alertes par email. Donc, quand on le verra quand on va procéder à quelques configurations, qu'on a la possibilité de configurer notre adresse de messagerie, par exemple, pour recevoir des alertes. Lorsqu'il y a, par exemple, une panne qui est détectée ou une anomalie dans le fonctionnement d'un équipement. Donc, si un service tombe en panne, si un serveur ne répond plus ou une ressource dépasse son seuil critique, on pourra être notifié par courriel. Et ça, c'est grâce à ce paquet-ci qu'on va pouvoir réaliser une telle opération. Donc, je vais exécuter également cette commande-là. Ensuite, nous avons DNF-Y install net SNMP utile. Donc ça, c'est un utilitaire SNMP qui va accompagner le net SNMP qu'on a déployé, qu'on a installé précédemment. Donc c'est un complément en quelque sorte. On va l'installer également. Ensuite, nous allons avoir DNF-Y group install development tools. Donc ici, on va, à travers cette commande-là, installer en une seule fois tout un ensemble d'outils de développement qui sera nécessaire pour compiler des programmes à partir de leur code source comme Nagios. Donc là aussi, je vais copier et coller. Voilà. L'installation étant terminée, on va poursuivre notre opération par le démarrage et l'activation des services HTTPD et PHP FPM.
Donc, la commande qu'on va utiliser sera systemctl enable -now httpd php fpm. Donc, cette commande va permettre simplement d'activer et démarrer immédiatement deux services. On a httpd et php-fpm. httpd, c'est le serveur web Apache qui va nous permettre ici d'afficher les pages web de Nagios, tandis que PHP-FPM permet à Apache d'exécuter des scripts PHP utilisés par l'interface web de Nagios. Donc, je vais exécuter rapidement cette commande-là. Ensuite, on a l'autre commande ici pour visualiser le statut des services HTTPD et PHP-FPM. Je vais l'exécuter. Donc, on peut voir ici que ces services-là sont actifs. Donc, je vais appuyer la touche Q pour quitter. Donc là, maintenant, nous allons procéder au téléchargement de Nagios Core. Il va falloir de ce fait consulter la page des versions pour identifier la dernière version disponible. Donc voilà le lien ici. Je vais à travers donc, ce lien pouvoir visualiser quelle est la dernière version disponible. Donc je m'en vais sur le site ici. Je renseigne juste le lien là. Voilà, là on peut voir ici qu'on a la dernière version en date qui est la 4.5.9. C'est celle que nous allons déployer dans notre cas ici. Donc on peut voir qu'il y a des versions antérieures, mais c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va créer une variable. Dans cette variable-là, nous allons introduire la valeur 4.5.9. 4.5.9, vous vous souvenez bien, c'est la version de notre serveur Nagios qu'on va déployer. Donc, c'est juste, on inclut cette variable simplement pour éviter de saisir chaque fois 4.5.9. Donc, on va plutôt saisir VER. Donc, export va simplement servir à définir la variable VER qui sera la variable dans laquelle on va affecter la valeur 4.5.9. Donc, je vais saisir cette commande-là. Ensuite, il va falloir télécharger et extraire le fichier tar nagios. Voilà la commande qui va nous permettre ici de pouvoir télécharger. Donc, on a CURL qui est ici un programme en ligne de commande qui est utilisé pour télécharger des fichiers depuis Internet, CURL. Donc, le "-l" ici va simplement permettre de suivre la redirection HTTP. Étant donné que lorsqu'on va sur le site de GitHub ici, très souvent, ce site-là nous redirige vers un autre serveur. Et si on n'a pas renseigné l'option "-l", le CURL va s'arrêter lorsqu'il va rencontrer une redirection. Donc, quand on met le "-l" ici, c'est simplement pour permettre au CURL de suivre automatiquement la nouvelle adresse si jamais GitHub nous dirige vers un autre serveur. Et on a aussi l'option "-o" qui va simplement ici spécifier le nom du fichier de sortie. Dans le nom du fichier, enfin le nom de notre fichier Nagios qu'on va télécharger. Nagios, c'est Nagios-4.5.9. Donc vous voyez bien ici que le $V, c'est pour remplacer la valeur 4.5.9 par le 4.5.9 est remplacé ici par la variable var. Donc nous, on va exécuter cette commande pour pouvoir télécharger donc notre fichier Nagios. Voilà, je valide. Donc une fois le téléchargement terminé, je vais continuer ici avec l'extraction de ce fichier-là. Donc ça, c'est avec l'utilité tar qu'on a tantôt installé. Donc, je vais l'exécuter également. Voilà. Et ensuite, je vais
me déplacer dans le répertoire Nagios voilà, attention, je reviens là, j'étais ici, je reviens, ok, j'avais déjà, nous étions au niveau de l'extraction, et ensuite on va se déplacer dans Nagios $vert, donc en d'autres termes, c'est Nagios 4.5.9. On va se déplacer vers ce répertoire-là, le répertoire source de Nagios en d'autres termes. Donc ici, j'avais plutôt, au lieu de mettre tar-xzf 4.5.9, j'aurais pu mettre plutôt ici $vert. C'était ça normalement ce qu'on devrait mettre, mais c'est toujours la même chose parce que le $vert ici c'est pour inclure cette valeur-là 4.5.9. Donc là, je vais me déplacer dans ce répertoire-là. Donc vous voyez, ça me renvoie à Nagios 4.5.9. Je suis déjà dans ce répertoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Il va falloir procéder à la compilation de Nagios Core. Donc, pour cela, on va commencer par exécuter le script configure. Donc, ça, c'est avec la commande ./configure. Ce script va simplement permettre ici de pouvoir analyser le système Alma Linux et préparer les fichiers nécessaires pour que Nagios puisse être compilé sans erreur. Donc, il faut dire déjà que quand on parle de compiler ici, il s'agit simplement de traduire le code source de Nagios qui est écrit ici en C en langage machine, un langage qui sera compris par l'ordinateur. Donc, le script le script configure va permettre simplement de pouvoir analyser le système Alma Linux et préparer donc les fichiers nécessaires pour que Nagios puisse être compilé sans erreur. C'est ce que je disais tantôt. Donc je reviens, je vais exécuter déjà ce script-là. Déjà, il faut dire que dans le répertoire Nagios ici, on a ce script-là. Si je fais ls-l, je peux voir que j'ai ce script-là ici, qui se marqué la configure. C'est celui qu'on va exécuter. Donc je fais ./configure. Voilà. Après cela, je vais saisir la commande make all. Donc, la commande make all ici va simplement nous permettre ici de compiler le code source de Nagios Core. Parce que précédemment, on a exécuté le script pour se rassurer que le système Alma Linux, pour permettre d'analyser le système Alma Linux. Maintenant, une fois l'analyse terminée, il va falloir procéder à l'exécution, la compilation, du code source de notre programme Nagios Core avec la commande make all. Donc, cette commande-là va également préparer les fichiers HTML et CGI pour l'interface web. Donc, je viens ici. Donc, c'est même marqué ici, type make all to compile the main program on CGIS. Donc, je vais ici saisir make all. Après cela, on va créer le groupe et l'utilisateur Nagios. La commande qu'on va utiliser ici, c'est make install groups user. Donc, je vais saisir cette commande-là. Ok, là, on peut voir ici que le groupe Nagios a été créé et l'utilisateur Nagios ajouté à ce groupe-là. Ensuite, nous allons
ajouter l'utilisateur Apache au groupe Nagios. Donc, la commande qu'on va utiliser ici, c'est usermod-a-g Nagios Apache. Donc, pourquoi est-ce que on ajoute l'utilisateur Apache au groupe Nagios? Nagios on a créé précédemment ici le groupe Nagios pour gérer les fichiers, les processus et les commandes de supervision. Le serveur web Apache doit pouvoir lire les fichiers de configuration de Nagios, exécuter certaines commandes via l'interface web. Par défaut, donc, l'utilisateur Apache n'a pas accès à ces fichiers, ni à la commande externe nagios.cmd. En ajoutant donc l'utilisateur Apache au groupe Nagios, on autorise le serveur web à interagir avec Nagios en toute sécurité. Donc, je vais également exécuter cette commande-là. Ensuite, il va falloir installer Nagios Core avec la commande make install. Donc, c'est une étape clé après la compilation de Nagios. Il va servir à installer concrètement le logiciel sur notre système d'exploitation Alma Linux. Okay. Voilà, après cela, nous allons installer le script init. Dans le script init ici, ce script va permettre de démarrer automatiquement Nagios au démarrage du système. Ça va permettre aussi d'arrêter de façon plus convenable notre serveur Nagios. Donc, la commande qui sera utilisée sera make install daemon init. Après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer et configurer les permissions de fichiers des commandes externes. Donc, cette installation va s'effectuer avec la commande make install command mode. Donc, cela va permettre à Nagios et Apache de travailler ensemble en configurant les permissions nécessaires pour exécuter les commandes depuis l'interface web. Donc, sans cette étape, on ne pourra pas interagir avec Nagios via le tableau de bord. Il faut aussi dire que Nagios utilise le fichier nagios.cmd pour recevoir des instructions externes depuis l'interface web. Donc, quand on valide par exemple une alerte depuis la page web ou quand on force une vérification de service, c'est grâce à ce fichier-là. Donc, je vais exécuter aussi cette commande-là. OK. Ensuite, on va installer les fichiers de configuration dans le répertoire etc. Donc, make install config. C'est cette commande-là qu'on va exécuter, qui fait partie du processus. L'installation des fichiers de configuration, ça fait partie du processus d'installation manuel de Nagios Core. Et c'est à installer les fichiers de configuration par défaut nécessaires au bon fonctionnement de Nagios. Il va donc falloir qu'on exécute cette commande-ci. Après cela, il va falloir installer le fichier de configuration Apache de l'interface web de Nagios. Ça, c'est avec la commande make install web config. Donc, cette commande va permettre simplement de configurer Apache pour qu'il affiche l'interface web de Nagios. Donc, sans cette commande, on ne pourra pas
accéder à l'interface web de Nagios depuis notre navigateur. On va poursuivre avec l'installation de nouveaux thèmes. Donc, exfoliation de l'interface web de Nagios. Là, il va falloir exécuter cette commande-ci. Donc, cette commande va permettre simplement d'installer un thème visuel moderne de Nagios. Donc, grâce à elle, l'interface web de Nagios va devenir plus claire, mieux organisée, plus esthétique. Donc, c'est pour des raisons d'esthétique qu'on va exécuter cette commande-là. Voilà. On va créer l'utilisateur de l'interface web de Nagios. Lorsqu'on va accéder à notre serveur Nagios depuis le navigateur, il va falloir se loguer avec un compte utilisateur et un mot de passe associé. Donc pour cela, il va falloir ajouter l'utilisateur pour pouvoir accéder à cette interface web de Nagios. Donc voilà la commande ht-passwd-c et notre utilisateur s'appellera Nagios Admin. C'est le nom que nous avons choisi. On peut donner un autre nom, hein. C'est un nom que nous avons choisi dans le cadre de notre démonstration. Donc, je vais exécuter également cette commande-là. Donc, là, il va falloir définir un mot de passe. Je vais mettre 4.0. Je confirme le même mot de passe 4.0. Voilà. Donc, mon utilisateur est déjà créé. La suite maintenant, c'est redémarrer le service Apache pour activer les changements et rendre Nagios accessible via l'URL. Donc, nous avons ici http l'adresse IP de notre serveur Nagios/Nagios. Donc, on va redémarrer ce service-là et ça, ce sera avec la commande systemctl restart httpd. Voilà, donc là, la commande nous a permis de redémarrer le service Apache pour qu'il prenne en compte les nouveaux paramètres liés à Nagios. Donc, notamment, quels sont les paramètres même qui seront pris en compte ici. On a le paramètre install web config. Donc, on avait dit ici qu'il fallait installer le fichier de configuration Apache de l'interface web de Nagios. Donc, cette commande-là va permettre de prendre cela en compte. Ce redémarrage de HTTPD va permettre de prendre cela en compte. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, je pense que je n'ai pas saisi la commande. Je vais vérifier. Oui, je l'avais déjà exécuté. Ensuite, on va revenir dans notre répertoire personnel avec la commande cd. Voilà. On va cette fois-ci installer les plugins de Nagios. Donc, il faut dire déjà que les plugins Nagios, ce sont des petits programmes, des scripts qui réalisent les vérifications réelles sur les hôtes, sur les machines, les services supervisés. Donc, il va falloir procéder à l'installation de ce plugin-là. Donc, on va se rendre sur le site qui nous permettra de pouvoir télécharger et installer ces plugins-là. Donc, voilà le lien ici, voilà l'URL. Donc, je vais accéder via le navigateur. Donc, je vais ouvrir un nouvel onglet là. Je me rends ici. Voilà. Je vois Nagios Plugin 2.4.12. Ça, c'est la dernière version en date. C'est celle-là que nous allons installer. Donc, de la même façon qu'on a fait pour installer Nagios, on va aussi se créer cette variable-là. Donc, je viens ici, export VER. On va affecter la valeur 2.4.12 dans la variable VER. Ensuite,
voici le lien qui va nous permettre donc de télécharger notre plugin. C'est de la même façon. J'avais déjà expliqué à quoi ça servait, curl-l-o. Donc, on va juste exécuter cette commande-là. Voilà. Une fois téléchargé, on va poursuivre avec la décompression. Donc, on va extraire le contenu de... On va extraire ce fichier-là qui est au format tar.gz. Donc, voilà la commande qu'on va utiliser à cet effet pour l'extraction. Et on va se déplacer dans le répertoire qui contient ce plugin-là. Donc, pour se déplacer, on va se servir de la commande cd nagios-plugin-$ver. Ensuite, on va exécuter le script configure. Donc, voilà le script ici en question. Donc, ça va permettre simplement de préparer l'installation du plugin Nagios avant la compilation. Donc, c'est le script qui est un peu similaire à ce qu'on avait déployé lorsqu'on voulait installer notre serveur Nagios. Donc, on va devoir l'exécuter. Voilà, là, c'est terminé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder à la compilation des plugins de Nagios avec la commande make. Donc, on l'avait dit, la compilation, c'est simplement traduire le code source en langage machine, donc un exécutable qui pourra être lu par notre machine, par le processeur de notre machine. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les plugins. On a téléchargé, on a procédé à la compilation des plugins. Maintenant, il va falloir procéder à l'installation. La commande, c'est make install. Je reviens ici, saisis la commande. Voilà. Et là, on va revenir dans notre répertoire personnel. On peut, après être revenu dans notre répertoire personnel, procéder à la vérification du dossier des plugins. Donc, ça, c'est voilà la commande ici. Donc, si je viens, je saisis cette commande-là pour la vérification. Voilà, je peux voir ici que j'ai les différents plugins. On a par exemple check DHCP pour faire la vérification du service DHCP, check ICMP pour vérifier le, le protocole ICMP. On a aussi ici, le, la vérification du service DNS, vérification du disque, vérification du CPU, vérification de SSH. On a une multiplicité d'éléments qu'on peut vérifier grâce à ces plugins-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va procéder aussi à la validation de l'installation de Nagios avec cette commande-ci. Donc, je vais rapidement saisir juste cette commande-là pour la validation. Voilà, là, nous n'avons aucun message d'alerte ni d'erreur, c'est 0, et on a les différents services de base qui ont été checkés. On en a 8, un autre qui est le serveur Nagios,
groupe d'hôtes, un contact, etc. Donc pour le moment, nous n'avons pas d'alerte, donc ça veut dire que notre serveur Nagios a bel et bien été installé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va activer et démarrer le service Nagios avec la commande systemctl enable Nagios pour l'activer maintenant avec l'argument "-now". Donc je vais le faire dans l'immédiat. Voilà. On va poursuivre avec la vérification du statut. Étant donné qu'on vient de l'activer, qu'est-ce qu'on aura comme information? C'est la commande, c'est systemctl status Nagios. Je viens ici, je l'exécute. Voilà, là, notre serveur Nagios est en cours de fonctionnement, c'est actif. On peut le voir là. Je fais Q pour sortir. Ensuite, on va créer une page web vide dans le serveur Apache. Donc, en effectuant cette création via la commande tosh, donc on va créer un fichier index.html. C'est simplement pour tester que le serveur fonctionne bien avant d'héberger d'autres pages ou applications comme Nagios. Donc, c'est pour tester que notre serveur Apache fonctionne très bien. Donc, je vais exécuter cette commande-là. Une fois terminé, on va accéder à l'interface. Donc, c'est http adresse IP/Nagios. Donc, je viens ici sur le navigateur. Mais avant de venir sur le navigateur, je veux me rappeler de l'adresse IP IPA. C'était 192.168.125.162. Donc là, je vais me connecter sur l'interface ici. Je fais 192.168.125.162/Nagios. Voilà, je dois ici renseigner les identifiants. On avait créé un utilisateur qui s'appelait Nagios admin. Et le mot de passe 40. Je valide. Je peux enregistrer ça sur mon navigateur puisque c'est un laboratoire utilisé en démonstration. C'est un serveur utilisé dans le cadre de, de la démonstration d'un test. Donc, il n'y a pas de risque en soi. Je peux voir ici que j'ai déjà dans le menu host ici, localhost qui est le serveur Nagios lui-même qui se supervise, qui s'auto-supervise. On a aussi des services associés. Je vois ici la vérification du CPU, les utilisateurs actuels, HTTP qui est OK, le ping. Donc, on a là quelques services. Et nous pouvons voir qu'il y a certains services avec l'état pending, simplement parce que le service n'a pas encore été vérifié depuis le démarrage de Nagios. Donc, on peut changer cet état. Je viens cliquer sur ce lien et je clique ici sur Reschedule the next check of this service pour activer la vérification du service. Je fais Done. Donc là, je peux revenir sur le menu service et je vois que le statut a changé. Je fais pareil pour Swap Usage. Donc voilà, Done. Pareil aussi, le dernier là, je fais pareil. Voilà, donc voilà mon interface Nagios qui est déjà opérationnel, prêt à recevoir d'autres nouvelles machines et non, disons d'autres nouveaux services ici. Et là, on aura la possibilité d'ajouter d'autres machines dans cette rubrique, dans la rubrique host. Système d'exploitation Windows, système Linux et éventuellement d'autres types d'équipements. On aura la capacité de les ajouter ici pour pouvoir faire des vérifications. Et on peut même voir ici que la dernière vérification s'est effectuée ici le 19 octobre 2025. Voilà, on a la durée de la vérification et tout est OK. Donc, concernant le changement de l'adresse IP, c'est assez simple, hein. Donc, je vais revenir déjà sur notre slide ici. Qu'est-ce qu'on avait encore comme... OK, la configuration d'une adresse IP statique. Donc, on va utiliser la commande nmcli connection modify ENS qui est l'interface de notre carte réseau IPv4. Donc, on va activer d'abord le mode manuel.
Donc, je vais rapidement saisir cette commande-là. Error modification, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, c'est même simple, hein. Je peux utiliser l'utilitaire. Je vois ici, fail to modify connection EN. Bon, déjà, c'est même quoi d'abord mon interface ENS 160, c'est bien ça. IPv4, méthode manuelle. Attendez, je vais ressaisir. NMCLI, connection, modify, ENS 160, IPv4, méthode manuelle. Bon, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va fixer les IP avant de changer le mode. Donc, je vais prendre la commande, je vais utiliser la commande NMCLI. Pardon, attention, je vais effacer tout ça. Bon, on a mis aussi cette utilitaire, c'est bon. On va d'abord utiliser cette méthode-là, c'est très simple. Attention, je vais... Non, je vais effacer ça. Voilà. Je vais donner l'adresse IP 125.100. OK. NMCLI Connection Modify, donc l'adresse IP, ce que je vais valider, c'est 125.100. Et la gateway aussi, je vais changer. Je vais donner la gateway qui est utilisée par le NAT de mon hyperviseur, à savoir la 125.2. Voilà. Ensuite, on peut aussi définir quelques adresses du DNS, mais là, c'est facultatif. Donc, si je viens faire IPA, bon, pour le moment, les changements n'ont pas encore été pris en compte. Pour cela, il va falloir redémarrer notre interface, notre carte réseau avec la commande système ctl restart network manager. Voilà. Est-ce que après ça, j'aurai un changement? Voilà, je peux déjà identifier ici l'adresse IP. Ça, c'est l'ancienne IP que j'avais reçue précédemment de mon serveur DHCP. J'ai la possibilité de supprimer cette ancienne adresse-là. Ça, c'est avec la commande... non, c'est pas ça. Je vais supprimer ça. Dans la commande qu'on va utiliser pour supprimer l'ancienne adresse, c'est-à-dire la 192.168.125.162, c'est bien cette commande-ci. Je vais la saisir ici. Voilà, IP adresse delete 192.168.125.162 sur l'interface ENS 160. Je valide. Donc, vous pouvez voir, quand je saisis IPA, je n'ai plus cette adresse-là ici, dans sur mon interface ENS 160. Donc, à partir de là, je peux dorénavant me loguer avec la nouvelle adresse 192.168.125.100. Donc, voilà ce qu'il fallait fondamentalement. Bon, pour l'adresse IP, c'est facultatif, hein, ce n'est pas une obligation. C'était simplement pour des raisons de convivialité que je l'ai fait. Mais l'idée principale était de voir comment on met en œuvre on déploie le serveur Nagios sur une distribution
Linux. Donc voilà les principales commandes qu'on a utilisées pour modifier notre adresse IP. Ensuite, on a redémarré le Network Manager pour appliquer les changements qu'on a effectués tantôt. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ajouter un système d'exploitation Windows ou Linux sur notre serveur Nagios pour des fins de supervision et voir également comment on peut paramétrer une adresse de messagerie qui sera utilisée pour des notifications. Donc, notifications en cas de défaillance. Si il advenait qu'un service soit défaillant, que par exemple l'espace disque soit dépasse le seuil d'utilisation qu'on a défini, on a également une alerte, une notification via notre adresse de messagerie comme Gmail. Donc, c'est ce qu'on verra dans les prochaines démonstrations. Je tiens déjà à vous remercier pour votre attention et donnons-nous rendez-vous pour de prochaines vidéos où on va clarifier également ces différentes notions. À très bientôt.